d'avancer dans le cours. Voilà. Donc, on est arrêté à quel niveau? Est-ce que vous vous rappelez? Madame, fait l'entreprise et ses investisseurs. Les investisseurs. Oui, donc on s'est arrêté au niveau de l'entreprise et ses investisseurs. Donc, on a parlé donc des investisseurs, c'est-à-dire du marché financier, hein, comment l'entreprise elle peut se procurer de l'argent ou bien auprès des banques. Bien sûr, il faut qu'elle justifie donc le projet pour lequel elle aura besoin d'argent. Et puis, si elle ne veut pas faire recours aux banques, elle peut s'adresser au marché financier. Donc, si elle s'adresse au marché financier, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent, un particulier peut, par exemple, prêter à l'entreprise de l'argent. Et il va gagner, bien entendu, selon un taux d'intérêt bien défini à l'avance. Donc, c'est un titre de créance. Une obligation est un titre de créance. Et par contre, si quelqu'un a de l'argent, il veut acheter des actions dans l'entreprise, il veut donner à l'entreprise de l'argent, c'est-à-dire il va acheter des actions, il va devenir en contrepartie un des propriétaires de cette entreprise et il va probablement gagner des dividendes, réaliser du profit en vendant aussi les actions dont la valeur pourrait augmenter. Voilà, donc les investisseurs représentent un des acteurs qui se trouve dans l'environnement de l'entreprise, mais n'étant pas le seul acteur, on a vu que l'entreprise, face à ses investisseurs, tel qu'on a vu dans le TD, il faut que l'entreprise, c'est-à-dire respecte certaines exigences par rapport à sa transparence sur la santé financière relative à l'entreprise. Donc, la santé financière, les états de résultats doivent être publiés afin que les investisseurs puissent décider donc des mesures à prendre, des décisions à prendre face à la situation de l'entreprise par rapport à leur argent. Et bien sûr, les investisseurs, leur objectif, c'est de avoir cette rentabilité. Donc, l'entreprise, son rôle est de garantir cette rentabilité pour ceux qui lui ont donné de l'argent. D'accord? Les taux d'intérêt qu'elle doit, bien entendu, respecter et payer. Et bien entendu, les dividendes qu'elle doit aussi assurer pour les actionnaires. Après, donc, on a l'entreprise et l'État. L'État, il se trouve dans l'environnement de l'entreprise. C'est un des acteurs qui se trouve dans l'environnement de l'entreprise. L'État, alors l'État, il assure quoi? Déjà, l'État, il peut être un des clients de l'entreprise. D'accord? Peut acheter de l'entreprise. Peut être un des clients, faire appel au service de l'entreprise ou acheter les biens vendus par l'entreprise. Mais à part ça, quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État? L'État, il garantit quoi?
Vous êtes avec moi là, hein? Vous écoutez? Oui, madame. D'accord. Alors l'État, il peut garantir quoi? Les droits. Les droits. Donc, il a le pouvoir législatif, l'État. Donc, quand il y a les lois, il faut les respecter. Quand il y a les règlements, il faut les respecter. Le respecter. Quand il y a des droits, il faut garantir ce respect et garantir donc le bien, le bon respect de ces droits. Et il y a beaucoup de droits, hein, dans le domaine du travail. Il y a beaucoup de droits à respecter. Donc, l'État peut être un client, mais aussi il peut agir et influencer l'environnement de l'entreprise. Parce que l'État, c'est lui qui met en place donc les lois. Donc l'État, il garantit le bon fonctionnement des affaires économiques. Donc l'État est un acteur particulier de la vie économique. Il peut contraindre. Ça veut dire qu'il peut représenter une contrainte. Grâce aux lois, les entreprises, donc parce que l'État, il met en place les lois et ces lois-là peuvent être une contrainte. Une contrainte, ça veut dire quelque chose qui rend difficile donc le fonctionnement des entreprises, dans ce sens. Donc, il pose ce qu'on appelle un cadre juridique, c'est-à-dire les lois. Ce cadre juridique est très vaste. Exemple, droit de propriété, droit des contrats, droit du travail. Donc, droit de propriété, donc pour être propriétaire, donc vous avez, si c'est quelque chose qui vous appartient, on vous garantit qu'il ne sera pas pris ou accaparé par quelqu'un d'autre. Droit des contrats, donc les contrats, s'ils sont bien signés dans les règles, on garantit le respect de ces contrats-là, ou bien tout ce qui concerne le droit du travail, c'est-à-dire pour les travailleurs dans les entreprises. Donc, quelles sont les obligations des entreprises vis-à-vis de l'État? Donc, l'État, on a vu, c'est lui qui doit garantir le bon fonctionnement de la vie économique dans un pays, le bon respect des droits de propriété, droits de travail, le respect donc, des règles et de la législation et le cadre juridique. Mais les obligations ne sont pas uniquement de l'État vis-à-vis des entreprises, mais les entreprises doivent aussi respecter les obligations vis-à-vis de l'État. Quelles sont les obligations à respecter vis-à-vis de l'État? Payer les impôts et les taxes. Bien entendu, il faut payer les impôts et taxes. Donc, toute entreprise qui a une activité en place, qui lui génère du profit, va prendre une partie de ses profits et les payer. Donc, il est donné à la caisse donc, de l'État. En tant que législateur, l'État peut contraindre les entreprises à adopter certains comportements. Les contraintes juridiques ont pour objet de protéger les partenaires, les consommateurs, les travailleurs, les citoyens de comportements pouvant être excessifs de la part de certaines entreprises. Donc, les entreprises doivent respecter les législations ou le cadre juridique mis par l'État en ce qui concerne leur rapport avec les partenaires tels que les fournisseurs, tels que les distributeurs, tels que les banques, et bien entendu leur rapport avec les consommateurs, dans les produits qu'ils offrent aux consommateurs. Ils doivent respecter les règles de propreté, par exemple, règles d'hygiène, les normes de sécurité pour les produits qu'ils fabriquent, par exemple. Et pour les travailleurs aussi, les travailleurs ont des droits et que les entreprises doivent respecter ces droits, tels que les conditions de travail, l'âge de travail. Pour les enfants, c'est interdit, par exemple. Donc, les entreprises doivent respecter toutes ces règles et ne
par exemple, l'État peut intervenir contre les comportements excessifs. Par exemple, le fait de licencier de façon arbitraire les travailleurs. Le fait d'augmenter de façon peut-être aussi les prix de façon excessive. Donc, certains abus peuvent être freinés par l'État et les entreprises doivent respecter ces contraintes. Donc, les entreprises ont des obligations en termes de protection des salariés, doivent assurer la protection des salariés, protection en termes de travail, ça veut dire le temps de travail, par exemple. Les conditions de travail des salariés ne doivent pas représenter un danger pour la santé des salariés, doivent, par exemple, disposer les salariés de tenues, par exemple, de casques, de gants. Tout dépend du travail, de degré donc, de travail, donc c'est de danger, par exemple, procuré par le travail qu'ils accomplissent. Conditions de travail des salariés sont spécifiées dans le droit du travail afin d'éviter les abus. Donc, il faut respecter le droit du travail qui est bien clair et réglementé. Les normes d'hygiène et de sécurité. Donc, les entreprises doivent respecter les conditions d'hygiène et de sécurité afin de protéger les salariés et les consommateurs. Donc, l'hygiène, ça peut aussi concerner les composants du produit, la façon de fabriquer ces produits-là. Donc, parfois, on utilise des substances qui sont nocives pour la santé de ceux qui fabriquent les produits. Donc, il faut prendre en considération la contrainte d'hygiène afin de protéger les salariés contre certains produits, certains gaz, par exemple, ou dans les endroits dans lesquels ils fabriquent le produit. Il faut que ce soit hygiène en rapport donc avec la propreté de ces endroits-là. Et puis, les consommateurs final, doivent consommer un produit qui ne sera pas nocif pour sa santé. Il faut bien sûr contrôler ces conditions de travail. C'est pour ça qu'on entend parfois la fermeture de certaines entreprises à cause du non-respect des conditions d'hygiène. Donc, les contrôleurs qui effectuent donc ce contrôle auprès des entreprises peuvent aller jusqu'à la, bien sûr, fermeture donc l'établissement en cas de non-respect de certaines règles. Publication d'informations comptables et financières, donc ça nous rappelle l'article que nous avons vu dans le TD, afin d'assurer aux partenaires de l'entreprise, tels que les banques, les fournisseurs, les clients, que la société est en mesure de respecter ses engagements, l'entreprise doit publier régulièrement des documents comptables permettant d'évaluer la santé financière. Donc, ces documents doivent être publiés afin que les partenaires soient au courant de la santé financière de l'entreprise. Le paiement d'impôts et taxes, bien entendu, ça, c'est obligatoire. En tant qu'acteur économique, les entreprises doivent contribuer au financement de l'État. Donc, elles doivent donc payer un certain nombre d'impôts et taxes en fonction de différents critères, résultats pour l'impôt sur les sociétés et nombre de salariés, les cotisations sociales. Donc, elle doit payer les impôts par rapport aux résultats, c'est-à-dire les profits réalisés, et puis les cotisations sociales par rapport aux salariés qui travaillent dans l'entreprise. Donc, maintenant, on va passer à d'autres acteurs qui sont dans l'environnement microéconomique de l'entreprise. Donc, l'environnement économique, je répète encore une fois, c'est l'environnement dans lequel il y a des acteurs qui influencent de façon mutuelle l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise, elle influence ces acteurs-là, et ces acteurs-là, ils représentent aussi une influence sur l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise a besoin, de façon obligatoire, c'est-à-dire obligatoirement, a besoin des fournisseurs et des distributeurs? Oui ou non?
Vous m'entendez? Vous Madame, êtes là? oui, madame. Oui. Normalement, oui. Normalement, oui, elle a besoin de fournisseurs et de distributeurs. Alors, le fournisseur, c'est pour quoi faire? La matière première, essentiellement, pour fabriquer, peut-être. Le produit. Oui, donc c'est pour la matière première, pour fabriquer le produit. Mais est-ce que certaines entreprises ne peuvent pas disposer de cette matière première par leurs propres moyens? Oui, Donc, elles n'auront pas besoin de fournisseurs. Et le distributeur, c'est pour mettre à disposition du client le produit de l'entreprise. donc ça Mais dépend de la nature de l'entreprise. voilà. Mais généralement, rares sont les entreprises qui n'ont pas besoin de fournisseurs et de distributeurs. Généralement, toutes les entreprises ont besoin de fournisseurs et de distributeurs, sauf si dans des cas où elles vont extraire la matière première par leurs propres moyens et vendre le produit par leur propre point de distribution. D'accord? Donc, ce cas est rare et ça s'appelle une stratégie de filière. Donc, rares sont les entreprises qui gèrent l'ensemble des étapes de production, de l'extraction des matières premières à la distribution au consommateur. Ces quelques entreprises ont alors la stratégie de filière. C'est souvent le cas dans l'industrie du pétrole où la même entreprise s'occupe de l'extraction, du raffinage, de la distribution dans les stations de service. Mais les stratégies de filière restent minoritaires. La quasi-totalité des entreprises ont des fournisseurs et des distributeurs avec lesquels elles doivent composer. D'accord? Pourquoi c'est important le distributeur? Donc, dites-moi, l'importance du distributeur, donc c'est dans quels critères? Qu'est-ce qu'il faut faire attention dans le choix des distributeurs? Non, on va commencer par le fournisseur d'abord, puis on va parler des distributeurs. Donc, pour le choix du fournisseur, il y a des critères, n'est-ce pas? Donc, pour le choix du fournisseur, on fait attention à quels critères? Qualité et différence de prix. Donc, la qualité, le prix. Donc, on cherche الديستانس بين نحن وياه. Donc, la qualité, pourquoi c'est important de faire attention à la qualité? Qu'est-ce qu'on cherche chez le fournisseur? Une qualité comment? Une bonne qualité, une qualité moyenne? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on aimerait trouver chez le fournisseur? Une bonne qualité. Voilà, on aimerait que le fournisseur nous présente la meilleure des qualités, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on aimerait par rapport au prix? Prix raisonnable. Le plus bas des prix, n'est-ce pas? La qualité, elle est importante. Pourquoi? Pourquoi on cherche la meilleure des qualités dans le choix du fournisseur? Parce que ça peut affecter le produit. Bien sûr, la qualité de la matière avec laquelle on fabrique le produit final va donner, donc définir la qualité de notre produit final. D'accord? La qualité du produit final va dépendre de ses composantes et de la qualité de la matière avec laquelle on a fabriqué. Donc, c'est très important le choix en termes de qualité. Et le prix, pourquoi on chercherait le fournisseur qui nous offre le prix le plus bas? Quel est l'impact du prix du fournisseur? Limiter des dépenses afin Pour de une marge de gain plus haut.
Donc, Rawa a dit limiter les dépenses, limiter le coût. Mohamed, vous avez dit la marge. De gain plus haut. Donc, plus on fait baisser le coût, plus la marge sera intéressante. Donc, c'est ça, en fait. Le prix de la matière achetée doit être, on cherche qu'il soit le plus bas possible afin de pouvoir diminuer au maximum les coûts de fabrication et pouvoir garantir certaines marges et pourquoi pas le prix de vente au consommateur sera intéressant, plus intéressant que les concurrents. Donc être plus compétitif. Si on présente une qualité meilleure que les concurrents avec un prix plus bas que les concurrents, ça s'appelle la compétitivité. Donc pour chercher plus de compétitivité, on veut chercher donc les fournisseurs qui nous offrent la meilleure qualité de matière et puis le prix le plus bas. Mais est-ce qu'on peut toujours avoir ce qu'on espère des fournisseurs? Non. Pourquoi? Parce que le fournisseur, il veut garantir aussi son intérêt. Il veut vendre avec un prix intéressant. Il veut gagner lui aussi. Il ne veut pas aussi que la qualité de la matière qu'il vend soit la meilleure avec un prix qui soit le plus bas. Donc, si vous allez acheter chez un fournisseur avec la qualité supérieure, le prix aussi sera le plus élevé. Donc, dans ce cas-là, en fait, il y a un rapport, il y a une négociation à faire avec les fournisseurs. Et celui qui gagne la négociation, c'est celui qui a le plus de force, le pouvoir de négociation le plus élevé. D'accord? Si vous avez le pouvoir de négociation le plus élevé, vous allez pouvoir imposer vos conditions. Les conditions ne sont pas seulement en termes de qualité et de prix, mais les conditions de vente aussi peuvent aller sur d'autres critères. Donnez-moi d'autres critères qu'on peut négocier avec un vendeur. Est-ce qu'on négocie seulement la qualité et le prix? Qu'est-ce qu'on peut négocier aussi? Garantie. Là, je n'ai pas entendu. La garantie. La garantie, vous avez dit la garantie. Oui. La garantie, oui, ça fait donc c'est quelque chose qui peut être aussi faire partie donc des annexes de produits. La garantie. Quoi d'autre? Peut-être la modalité de paiement, comment on va payer sur des tranches ou entièrement. Exactement. Fixer des échéances, par exemple, pour le paiement. Faciliter le paiement, modalité de paiement, paiement avec facilité, avec des échéances qui ne sont pas rapprochées. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut aussi négocier? La date de la livraison. Oui, la livraison aussi. Aux frais de qui? Est-ce qu'aux frais du producteur ou aux frais du fournisseur qui va s'en occuper du transport? Le stockage de la marchandise, peut-être. On peut négocier aussi l'assurance. Non, non, non. Peut-être qui va payer, je sais pas. En tout cas, beaucoup d'autres choses. On peut donc les services annexes aux produits. Voilà, donc tout ça peut se négocier. Donc, celui qui va en fait euh, euh, exiger ces conditions, c'est celui qui a le pouvoir de négociation le plus fort. Et là, je vais passer à la question suivante. Quand est-ce que les fournisseurs vont avoir le plus de pouvoir de négociation? S'ils ont déjà plusieurs clients qu'ils travaillent avec. Donc, ils ne sont pas en nécessité de cette entreprise. Donc, les entreprises, donc les fournisseurs vont avoir plus de pouvoir de négociation quand vous n'êtes pas le seul client de ce fournisseur-là. Mais si lui aussi, c'est pas votre seul fournisseur,
Vous n'allez pas vous gêner à le changer. Si l'entreprise معناها مازالت جديدة. Et alors? Et alors, supposons que c'est une entreprise qui vient d'entrer sur le marché. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Elle peut... quelle importance ça a par rapport au pouvoir de négociation? Est-ce qu'elle ne peut pas imposer ses conditions face à un fournisseur? Alors, فما سيكسيون كامل متاع أشياء في الانتربريز دونك تنجم تمبوزي تنجم تحكي مش مشكل. oui, d'accord, on peut parler. Ça, tout le monde peut parler. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Voilà, j'ai mes conditions, je veux ça, ça et ça. Mais qui va à la fin imposer ces conditions? Quand est-ce que le fournisseur va avoir un fort pouvoir de négociation? Dans quel cas? Peut-être lorsque l'entreprise veut faire des achats par crédit. Si elle veut faire des achats par crédit, elle peut refuser. Qu'est-ce qu'elle peut faire devant un fournisseur qui refuse? Si un fournisseur vous refuse de baisser le prix de vente, il refuse de vous donner la qualité que vous espérez, vous refuse de vous accorder des facilités de paiement, vous refuse de s'occuper du transport, livraison, etc. et les frais, et vous acceptez tout ça, ça veut dire que c'est lui qui a le pouvoir de négociation. Et ma question, c'est dans quel cas le fournisseur va avoir ce pouvoir de négociation? Le nombre de fournisseurs dans le secteur il n'est pas élevé. Exactement. Donc, Feriel, je vais vous ajouter +1 dans le DS que vous avez passé. Donc, Feriel, Bouhant, +1. Voilà, donc le nombre de fournisseurs. Plus le nombre de fournisseurs est limité, plus ils auront un pouvoir de négociation plus élevé. D'accord? Et bien sûr, il y a d'autres... voilà, on va le voir. Donc, l'impact des fournisseurs sur l'entreprise. Un fournisseur est une personne ou une entreprise qui fournit à une entreprise certaines marchandises. Le fournisseur va donc fournir à l'entreprise les inputs nécessaires à la production. L'entreprise les utilisera pour les transformer en output. De ce fait, la capacité des fournisseurs à imposer plus ou moins facilement leurs conditions sur le prix, la qualité des produits fournis influence directement l'entreprise. De manière générale, un faible nombre de fournisseurs ou une marque spécifique sont les atouts pour le dit prestataire. Donc, comme vous avez dit, se peut que le nombre de fournisseurs est faible, ou bien il n'y a qu'un seul fournisseur. Ça, c'est le cas où le fournisseur il a le monopole. Donc, vous êtes obligé de subir les conditions de ce fournisseur. Il n'y a que ce fournisseur-là. Donc, ou bien vous acceptez la qualité et le prix qu'il vous offre, ou bien vous n'allez pas pouvoir faire votre activité. Donc, vous allez subir les conditions. Ou bien, dans le cas où le fournisseur il a sa propre marque. Et parfois, on voit que le fait d'utiliser un fournisseur qui a sa propre marque, qui est connu, qui a une certaine confiance auquel accorde le consommateur final, on peut afficher, par exemple, le fait que nous travaillons avec ce fournisseur-là.
que, par exemple, Microsoft, c'est une marque connue pour tout ce qui est ordinateur. Et le fait de afficher le fait que votre fournisseur, c'est Microsoft, ça peut être un atout pour votre service destiné aux clients. Parfois, le fait, par exemple, d'afficher, par exemple, la marque du produit, par exemple, je ne sais pas, peut-être pour le café, le fait d'utiliser une certaine marque de café bien connue par exemple, pour les salons de thé ou là où, c'est-à-dire vous allez profiter du service donc de ce salon de thé, le fait de citer la marque utilisée pour certains cafés que vous allez commander, ça peut aussi être un atout. Donc, le fait d'avoir une marque propre à lui, c'est un atout. Donc, c'est une condition qui va augmenter son rapport et son pouvoir, rapport de force avec l'entreprise et son pouvoir de négociation. Donc, l'entreprise se trouve alors dans une situation de dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs. Si on dépend de ce fournisseur, ça veut dire qu'on ne peut pas changer facilement vers un fournisseur concurrent. Mais s'il y a un nombre élevé de fournisseurs, je n'ai pas aimé les conditions de ce fournisseur, la concurrence va jouer un rôle important parce que chaque fournisseur va essayer de faire plaisir à ce qui est futur client, à cette entreprise qui veut faire appel à lui, acheter ses services ou ses biens. Donc, il y aura une concurrence entre les fournisseurs, donc ils vont avoir un plus faible pouvoir de négociation. Est-ce que c'est clair ? Alors, vous êtes là? C'est clair? Oui, madame, c'est bon. Très bien. Donc, on avance. L'impact des distributeurs. Maintenant, on va parler des distributeurs. En fait, c'est pratiquement, donc, ils jouent un rôle important, tout comme les fournisseurs. Les distributeurs, ce sont les intermédiaires qui permettent aux entreprises d'atteindre leurs clients. Une entreprise, quand elle fabrique un produit, quand ce produit-là est destiné à une large clientèle qui est dispersée géographiquement. D'accord, vous suivez? Large clientèle dispersée géographiquement. Donc, elle ne peut pas atteindre facilement ses clients. Donc, le rôle du distributeur, qui est un intermédiaire entre le producteur et le client, sera important parce que c'est lui qui va assurer l'acheminement du produit et l'arrivée du produit jusqu'au consommateur. D'accord? Donc, le distributeur, c'est lui qui va, par exemple, faire l'assortiment de différents produits, il va mettre à disposition du consommateur. C'est lui qui va se charger de diffuser l'information par rapport au produit au client final. Donc, c'est lui qui va, par exemple, afficher les promotions, afficher les prix, peut être formé même pour expliquer l'utilisation du produit. Donc, il joue un rôle important à différents niveaux. Par exemple, une entreprise qui fabrique des produits alimentaires, elle veut vendre ses produits pour toucher le maximum de la population dans différentes zones géographiques. Donc, elle va faire appel à des distributeurs qui sont situés dans ces zones géographiques afin d'atteindre le consommateur final. D'accord? Donc, les distributeurs sont les intermédiaires qui permettent aux entreprises d'atteindre leurs clients. L'ensemble des intermédiaires entre l'entreprise et les clients s'appelle... Comment s'appelle l'ensemble des intermédiaires entre l'entreprise et les clients? Alors, Les distributeurs.
Donc, l'ensemble des intermédiaires s'appellent des distributeurs, mais pas tous des distributeurs. Donc, bon, là, on parle, par exemple, on peut trouver des grossistes et des détaillants. D'accord? Les grossistes qui ne vendent qu'aux détaillants. Et les détaillants, c'est eux qui vont donc vendre directement aux clients. Donc, parfois, il n'y a qu'un seul intermédiaire qui est le distributeur du produit. Donc, on peut trouver, donc ça s'appelle un circuit de distribution. Donc, l'ensemble des intermédiaires, c'est le circuit de distribution. D'accord? On l'appelle circuit de distribution. On peut donc trouver, ou canal de distribution, c'est la même chose. Donc, on peut trouver un canal qui sera long. Quand le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le client final, le consommateur par exemple, il y a plusieurs intermédiaires, c'est un canal long. Quand il n'y a pas, bien sûr, plusieurs intermédiaires, ça s'appelle un... Donc, en plus, plus le canal est long, on peut faire appel à un canal court. Au canal, c'est-à-dire, il y a ça s'appelle donc direct. Le circuit direct, ça veut dire le producteur, il vend directement au client. On peut trouver ce cas. On peut trouver un seul intermédiaire ou même plusieurs. Donc, plus ce canal est long, plus la différence de prix entre celui à la sortie de l'usine et quoi? Est élevé, car le prix va augmenter. Donc, la différence de prix entre celui à la sortie de l'usine et le quoi? Et le quoi? Le prix de vente. Le prix de vente, exactement. Fadiel, bravo. Et le prix de vente. Donc, la différence entre le prix à la sortie de l'usine et le prix de vente sera grande. Plus le canal est long, parce que, pourquoi? Expliquez-moi, Fadiel. Pourquoi la différence entre le prix à la sortie de l'usine et le prix de vente sera grande? Car lors de l'échange de ce produit entre les différents, soit le premier acheteur, oui, le premier intermédiaire, donc le coût il va être plus élevé que celui qu'il a acheté. Ensuite, il va lui vendre à un autre intermédiaire, donc le coût il va être plus élevé que celui du dernier. Donc, il y a une augmentation des produits tant que le nombre des intermédiaires augmente. Donc, chaque intermédiaire, il va rajouter quoi au prix d'achat? Il va rajouter. Il va acheter le prix, n'est-ce pas? Il va acheter le produit avec un certain prix. Il va rajouter quoi? Une? Hein? Leur marge de gain. Une marge, exactement. Donc, il y a une marge que chaque intermédiaire va rajouter. Une marge, donc, qui va revenir à lui. Donc, supposons que chaque intermédiaire va rajouter une certaine marge pour ses propres gains. Le prix final, il va arriver quand même assez élevé. Donc, la différence entre le prix sorti à la sortie de l'usine et le prix final sera grande. C'est pour ça que vous trouvez dans certains cas, min al-muntij ila al-mustahlik. C'est généralement des produits agricoles dont le prix n'est pas aussi élevé que les produits donc, qui sont vendus grâce à des intermédiaires. D'accord? Madame, oui. في الكلام يا أخي مش ليتات تولي تعطي مارج معينة ما لازمناش نفوتوها معناتها في لي بري سينون خاطر هكاك باش تولي أي عبد يولي يبيع كيما يحب. L'État n'intervient pas dans la fixation des prix. Le producteur, c'est lui qui va fixer le prix de vente. D'accord? En fonction de ses coûts, en fonction donc les coûts supportés par ce producteur, en fonction de la cible
hein, en fonction de prix accepté par le consommateur. Il y a un prix psychologique que le fabricant doit connaître, c'est-à-dire le prix pour lequel le consommateur est prêt à acheter le produit. D'accord? Et il doit tenir compte du profit qu'il veut réaliser. Parfois, il choisit d'augmenter de manière excessive son prix parce qu'il veut profiter d'une certaine situation de monopole. Il n'y a pas de concurrent, il a une innovation, il offre sur le marché, il fixe un prix très élevé, comme les téléphones portables au moment où ils sont apparus. Ils étaient très chers. Donc, bon, maintenant aussi, ils sont chers, mais bon, tout dépend de la marque et tout dépend donc de ce que vous cherchez dans un téléphone. Mais au moment où ils sont apparus, c'était très cher pour des téléphones simples, juste pour appeler et envoyer des messages. Et c'est parce que parfois, donc, le producteur, le fabricant veut, c'est-à-dire adopter une politique d'écrémage en marketing. Ça veut dire une politique de bénéficier d'une situation de monopole et de faire augmenter le prix pour réaliser le maximum de profit pendant cette période-là, avant l'apparition des concurrents. Et on peut adopter une autre stratégie, pénétration de marché. Stratégie de pénétration de marché, ça veut dire on veut vendre au maximum, la quantité maximale, et de garantir une certaine marge sur une longue période, à un long terme, d'accord? On peut donc pratiquer le prix appliqué par les concurrents pour éviter d'entrer dans une guerre de prix. Ça aussi, c'est un critère à prendre en considération. On prend en considération la marge rajoutée par les distributeurs. On prend en considération aussi dans la fixation du prix de vente, on prend en considération les actions promotionnelles. D'accord? Les actions promotionnelles, les baisses de prix que peut faire les marques, les entreprises de temps en temps. Donc tout ça, c'est étudié par le producteur, par le fabricant, n'est-ce pas? Vous avez compris? C'est pas l'État qui intervient dans la En fixation. fait, madame, أنا مش نحكي على البري إنيسيال اللي تحطه l'entreprise مثلا معناتها من ديستريبيوتور لديستريبيوتور مثلا كيما مثلا كل واحد شي يزيد 10,000 واحد يضرب باش يزيد 100,000 اسكو ما فماش معناتها رقابة على الحكاية هذيك؟ Normalement, c'est le producteur qui fixe le prix de vente au distributeur et le prix de vente au consommateur. D'accord? C'est lui qui décide à quel prix il va vendre au distributeur. Et c'est lui qui fixe le prix de vente au consommateur. Si certains distributeurs vendent ce même produit à un prix supérieur, c'est le producteur qui doit contrôler ça. C'est au détriment ça peut être au détriment du producteur, parce que vont choisir le produit concurrent qui est moins cher, alors que c'est un prix qui doit être fixé par le producteur. Mais bon, certains distributeurs jouissent ou profitent de certaines situations, par exemple, favorables dans une certaine région, ils ont par exemple le monopole, c'est le seul point de distribution à proximité d'un certain nombre de consommateurs, donc ils se permettent de faire augmenter leur prix de distribution. Mais généralement, c'est un prix qui doit être fixé par le producteur. D'accord? D'accord, madame, merci. Voilà, donc l'impact des distributeurs, toujours dans l'impact distributeur, comme je vous ai dit, on peut trouver un circuit direct du producteur au client, un circuit court où il y a un seul distributeur, ou bien un circuit lent où on peut trouver des grossistes et des distributeurs. Plus le nombre de distributeurs est faible par rapport au nombre d'entreprises, plus les distributeurs, quoi? اللي يعطيه لي هذايا بلس 1. معناتها مادام يوليو هما عندهم بوفوار معناتها مش بوفوار معناتها هما ينجموا يفرضوا شروطهم. C'est vous qui êtes en train de parler, Rawa. Hein? Rawa, c'est vous? Ben, Rawa. Oui. Alors,
Dites-moi. Parce que Hedi a parlé à un certain moment, donc je n'ai pas pu distinguer vos voix. Qui veut parler? Vous voulez m'envoyer le mot par message? صافا تفضل. بون Hein? اني حبيت نقول معناها اي هادي augmente le prix يعني le prix final. Non. Plus le nombre de distributeurs est faible par rapport au nombre d'entreprises, plus les distributeurs... Rawa, On qu'est-ce que vous... le pouvoir dans la négociation. عاود لي Mohamed. On a le pouvoir dans la négociation. Le pouvoir, donc plus haut, plus fort, pouvoir de négociation. fort. Sahid, c'est ça. Donc Mohamed a répondu juste. Rawa, vous avez commencé à répondre et puis à certains moments, vous avez changé d'avis. Vous étiez dans la bonne voie, Rawa. Qu'est-ce qui vous est arrivé? مادام خاطر جست حكيت ممكن خاطر بعد ياسر صوت ميساج. Ben, il y aura d'autres, je crois qu'il y aura d'autres espaces vides, j'espère, on verra. Donc, comme vous avez dit, plus le nombre, c'est pareil, comme pour les fournisseurs, plus le nombre de distributeurs est faible. Ça veut dire, supposons qu'il y a un seul distributeur, une seule grande surface dans une région, grande, c'est-à-dire où il y a beaucoup de consommateurs, un seul point de vente. Ce point de vente, il va exiger ses conditions. Il va exiger toutes les conditions, par exemple de paiement, de fixation de marge, les promotions, parce que les promotions, ils sont faites à la demande des distributeurs. Et ils sont supportés par le producteur. D'accord? Il accepte ou il peut refuser de référencer un produit dans son magasin, hein, comme le fait Carrefour, la Marsa, et il n'accepte pas de référencer tous les produits. Hein. Voilà, donc ils auront un pouvoir de négociation plus élevé, plus fort. En effet, ils peuvent sélectionner les entreprises qui les intéressent le plus, comme je viens de dire, et surtout appliquer les marges qu'ils veulent. Et ça, bien entendu, au détriment du producteur et du consommateur. On va avancer quelques diapos dans le rapport de l'entreprise avec les consommateurs et la société. Donc, on a fini avec les investisseurs, l'État, les distributeurs et les fournisseurs. Qu'est-ce qui reste? Il reste les consommateurs, il reste aussi les concurrents. Donc, les consommateurs et la société. Les consommateurs sont les débouchés et raisons d'être des entreprises. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a aucune raison d'existence des entreprises. Les entreprises, quand elles sont là, c'est pour exercer une activité, fournir un bien ou service à quelqu'un. Donc, c'est eux qui vont garantir les gains pour l'entreprise. Ah, il y a un espace vide. Pour une entreprise, tous les clients ne se valent pas. Les plus importants sont ceux qui... Les plus rentables. Donc, les plus rentables. Rapporte le plus d'argent. Bien sûr. Ah, vous l'avez lu là, hein? Rapporte le plus d'argent, vous l'avez lu dans les diapos, n'est-ce pas? Soyez honnête, hein? Hein? Oui, oui. Bon, juste حبيت نقولها هكا. D'accord. Et Feriel, vous l'avez lu aussi ou bien vous l'avez deviné? ليه من باريتا وين كنت مكتوب ما بنعرف. Ben, Feriel, vous avez déjà plus 1, donc j'ai rajouté encore un demi-point, donc plus 1,5 au total. Donc, ceux qui rapportent le plus d'argent, ça veut dire ceux qui sont les plus rentables. Donc, on va, par exemple, vous avez plusieurs clients.
mais ils n'ont pas pour vous la même importance. Ceux qui vous achètent le plus, par exemple, sont des clients fidèles à vous, qui toujours donc achètent de chez vous. Vous allez bien sûr être plus, on va dire, comment plus diplomate avec ses clients, leur accorder des ristournes. Ristourne, c'est une forme de remise quand il achète une grande quantité. Vous allez, par exemple, les récompenser pardon, pour leur fidélité. On peut leur offrir, par exemple, des cadeaux. Certains producteurs le font avec leurs distributeurs. On peut leur accorder des formations gratuites. On peut aussi leur faire des facilités de paiement. D'accord? Donc, ils ne se valent pas. Ça veut dire que les clients n'ont pas la même valeur. Donc, les clients qui ont le plus de valeur sont ceux qui rapportent le plus d'argent. Donc, les entreprises essaient alors de garder au maximum les meilleurs clients. Vous savez, recruter un nouveau client, c'est plus coûteux pour une entreprise que de fidéliser les clients. Donc, si vous avez des clients à fidéliser, il vaut mieux trouver donc, le moyen comment les rendre fidèles que de chercher à attirer d'autres clients. Ça, malheureusement, ce n'est pas très connu par les entreprises tunisiennes. On peut, par exemple, évaluer la valeur du client suivant le montant de ses achats ou là à laquelle il achète les produits de l'entreprise. Qui peut trouver ce terme? La quantité. La quantité, c'est pas la quantité. La fréquence ou la cadence? La fréquence. Qui a dit la fréquence le premier? خلي روعة المرة هذه. روعة. روعة قالت باهي روعة. Donc, la fréquence à laquelle il achète, ça veut dire quoi? Donc, la valeur du client, pour dire qu'il est important, intéressant ou pas, c'est le montant de ses achats. Est-ce qu'il dépense beaucoup d'argent pour acheter vos produits? Et est-ce qu'il est fidèle? La fréquence à laquelle il achète les produits de l'entreprise. Est-ce qu'il a, par exemple, on peut acheter en grande, c'est-à-dire avec une grande somme d'argent, mais ne plus revenir. Et ça, c'est pas aussi important. Il faut acheter avec des montants intéressants, mais aussi acheter pour longtemps. Alors, quand les consommateurs veulent imposer leurs règles, parfois les consommateurs veulent imposer leurs règles. Donc, ce qui caractérise l'influence des consommateurs sur un marché est leur capacité à négocier quoi? 3 choses. différentes marques مدام مثلا معناها ينجم واحد ارخص من الاخر يولي يشري الاخر بخي باهي بخي Négocier le prix. اه صحيحة, le prix. Les deux autres, c'est quoi? Bon. Bon, hein? Voilà. C'est écrit, donc vous pouvez le lire. Donc, c'est les prix, la qualité et la quantité. Ce sont les 3 choses que le consommateur peut négocier. D'accord? Peut négocier le prix, peut négocier la qualité et peut négocier la quantité. Or, un consommateur isolé ne fait que rarement le poids face à une entreprise. Ça veut dire quoi un consommateur isolé? Ça veut dire un seul consommateur face à beaucoup d'entreprises. Isolé, ça veut dire qu'il ne peut pas se regrouper avec les autres consommateurs. Est-ce qu'on peut se regrouper? Dites-moi quels sont les moyens qui peuvent permettre aux consommateurs de ne pas être isolés. Aïe, 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 aïe.
الوقت fait, il faut qu'on termine avec ça. Ça y est? Alors, dites-moi. Vous voulez qu'on termine la prochaine fois? Vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame. On termine la prochaine fois ou on finit rapidement? Déjà, mon diapo est parti. Ben, écoutez, on va terminer la prochaine fois, d'accord? Merci pour votre présence et on se verra la prochaine fois, pas la prochaine semaine, mais la semaine d'après. D'accord? Au revoir. D'accord, madame. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir, madame.